Chaque semaine, 4 amis se retrouvent pour une séance de spiritisme. Ce soir-là, pour la première fois, Simone va invoquer l'esprit de son époux décédé. Charles, c'est moi ta femme. Jusqu'à présent, aucune âme ne s'était matérialisée. Mais aujourd'hui, René, l'un des participants, va succomber à une mort foudroyante. Serait-ce Charles, le défunt mari, qui serait revenu d'entre les morts pour se venger? Ou l'un de ses proches serait-il mêlé à cette mort si soudaine? Cette mystérieuse histoire a démarré il y a un mois, dans cette maison du sud de la France. Odette et René sont mariés depuis 30 ans. Depuis quelques années, ils sont passionnés de spiritisme. Chaque samedi, avec Simone et Émile, deux amis de longue date, ils se réunissent pour invoquer les esprits. Je suis sûr que Simone va encore nous bassiner pour entrer en contact avec Charles. Ça peut se comprendre, non? Il est parti si vite. Elle a besoin de savoir qu'il est là quelque part, qu'elle n'est pas si seule. C'est une pornicharde, c'est tout. Et puis, les esprits ne se contrôlent pas comme ça. Si on contrôle trop, si on cible trop, on n'y arrivera jamais. Il faut laisser celui qui est là venir à nous. Ce sont eux qui choisissent. Et rien qu'à l'idée de gâcher une fois de plus leur séance de spiritisme, René, agacé, s'emporte pour un rien. La télé est encore déréglée, là. Attends un peu, le signal va revenir. Il y a des jours où je me demande si tout n'est pas fait exprès dans cette maison pour me rendre fou. Ah, quand même. Tu vois bien, tu t'énerves pour rien. C'est vrai que René a toujours été colérique. Tant qu'il travaillait à la pharmacie, ça ne me dérangeait pas trop parce qu'il était rarement là. C'est quand il a travaillé à mi-temps que ça s'est compliqué. Vivre avec lui devenait difficile, notre couple s'essoufflait, mais bon, on n'était plus à l'âge de se quitter. Fallait tenir bon, on s'aimait quand même. Nul. Jusqu'à présent, leurs séances de spiritisme n'ont pas vraiment été concluantes, mais elles restent pour eux l'occasion de se retrouver et de passer la soirée ensemble. Émile, un médecin retraité, est le premier à arriver. Bonjour. Émile, c'est adorable, merci. Entre. Ça va? Ah, Émile. Content de te voir. Alors, en plein match? Ouais, enfin ce que j'ai pu en voir. Alors, t'es prêt pour la séance du jour? Tu crois qu'on va y arriver cette fois? Oh, tu sais ce que j'en pense, hein. Je ne crois que ce que je vois. À vous de me prouver que les esprits existent vraiment. Ouais, t'es bien un ancien médecin, toi. Hein. On peut pas te la faire à l'envers. Hein. Bon, écoute, je termine juste mon match et j'arrive. Pas de problème. Je vais mettre les fleurs dans l'eau. Je t'accompagne? Odette, elle était plus très heureuse avec René. Ça me faisait tellement de peine que chaque fois que je la voyais, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Depuis toutes ces années, je me disais qu'elle serait si heureuse avec moi. Et je faisais tout pour qu'elle comprenne. C'est vraiment gentil pour les fleurs. Je sais que tu aimes les lys blancs, et puis j'ai rajouté un trèfle à 4 feuilles, pour que ça te porte chance. Par respect pour René, Émile n'a jamais osé avouer ses sentiments à Odette, mais c'est toujours à elle qu'il se confie le plus facilement. Excuse-moi, j'ai besoin de m'asseoir. Tu vois, tu demandes aux autres si ça va, et toi, ça n'a pas l'air d'aller fort. C'est sur mes poumons. Les médecins sont pessimistes. J'ai fait de l'hypertension pulmonaire. Tu sais que j'étais infirmière et j'en ai vu des gens malades. Je sais reconnaître ceux qui vont tenir le choc et les autres. Pour toi, je ne me fais aucun souci. Je savais bien qu'Émile était amoureux de moi depuis des années. Moi aussi, je ressentais quelque chose pour lui, quelque chose de fort. Mais j'étais toujours amoureuse de René et je ne me voyais pas le quitter. C'est ça, les vieux couples. C'est toujours plus facile de dire oui que non, d'accepter une situation qui ne nous convient plus depuis longtemps. On appelle ça l'habitude. Et puis, je ne me voyais pas donner à Émile de faux espoirs. La séance de spiritisme va bientôt pouvoir commencer car Simone est enfin arrivée. Comme d'habitude, elle insiste pour invoquer l'esprit de Charles, son défunt mari, même si René s'y oppose vivement. Bon, écoute, hein, tu vas pas recommencer avec ça, Simone. Ça suffit, écoute. Ça me ferait tellement de bien. Mais tu veux lui demander quoi au juste, à Charles? Mais je ne sais pas. S'il va bien, s'il est heureux là-haut. Moi, je suis pas pour. On n'a aucune chance. On va perdre notre temps.
Alors qu'en laissant venir à nous un esprit à proximité, on va y arriver. Je suis certaine que Charles est toujours là, auprès de moi. Il nous entendra. J'ai besoin que vous m'aidiez. Non, mais moi je suis pas pour. Je savais que René serait contre. Mais il mentait sur les raisons de son refus. S'il s'opposait tant à ce que l'on essaie de contacter Charles, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher, c'était évident. J'en étais certaine. René était lié d'une façon ou d'une autre à la mort de mon Charles quand ils travaillaient ensemble à la pharmacie. Alors qu'Odette est partie apaiser la colère de René, Simone en profite pour confier à Émile les raisons qui la poussent à se montrer si insistante. Mais pourquoi tu tiens tant à provoquer l'esprit de Charles? J'ai l'impression que tu nous dis pas tout. Tu veux lui demander quoi, au fait? De quoi il est mort? Mais on le sait, une crise cardiaque. Oui. Mais il a été très stressé quelque temps avant sa mort. Il bossait comme un dingue et faisait des heures à n'en plus finir. Et tu sais pourquoi? Parce que René le force à travailler comme un acharné. Quand Charles a signé pour être l'employé de René dans sa pharmacie, il a signé son arrêt de mort. Tu sous-entends quoi? Que René a poussé Charles à se tuer d'épuisement. Il l'a surmené jusqu'à ce que la corde casse. J'en suis sûre. Et René sait très bien. Et c'est pour ça qu'il a peur qu'on interroge Charles. Il a peur qu'on apprenne la vérité. Au départ, Charles et René étaient amis. Ils se sont rencontrés à l'université pendant leurs études et ont fait les 400 coups ensemble. C'est pour ça que Charles était ravi de travailler avec René. Mais à partir du moment où il y a eu de l'argent en jeu, René a changé. Il ne pensait qu'au rendement et en voulait toujours plus. Au mépris de la santé de ses employés. Simone est convaincue de la responsabilité de René dans le décès de son mari. Son animosité envers lui pourrait-elle avoir un lien avec sa mort subite ? Finalement, Odette est parvenue à calmer son mari. De son côté, Émile a lui aussi pu raisonner Simone pour qu'elle cède au moins ce soir. Quelques instants plus tard, la séance de spiritisme peut débuter, dans une ambiance apaisée, sans tension ni ressentiment. Esprit, es-tu là? 3 jours après leur séance de spiritisme, Simone choisit de prendre la situation en main en allant voir René à la pharmacie. Elle est bien décidée à lui dire de vive voix ce qu'elle pense de son rôle dans la mort de son époux. Bon, ça vient cette préparation, ça fait 2 fois que tu me dis que tu l'as trouvée. Eh ben, j'ai failli attendre, hein. Bonjour René. Simone, qu'est-ce que tu fais là, ça va? Non, ça va pas. Je viens de voir comment tu traitais tes employés. Et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. De quoi tu parles? Tu traitais Charles de la même manière. Tu l'as épuisé. Même quand il n'en pouvait plus, tu l'as poussé encore et encore. Jusqu'à ce qu'il en meure. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Te fous pas de moi. Charles rentrait presque tous les soirs de la pharmacie à des heures impossibles. Il était épuisé, mais... il avait peur que tu le vires. Alors il a continué à se tuer à la tâche pendant que tu lui donnais des ordres. Et il en a fait un arrêt cardiaque. Mais tu racontes n'importe quoi, je travaille autant que lui, si ce n'est plus. Arrête tes mensonges, ose me dire la vérité. Puisque tu insistes, je vais te la dire la vérité, Simone. Mais tu viendras pas te plaindre après. Ton cher mari rentrait tard parce qu'il te trompait. Quoi? Mais comment tu peux me dire ça? Bon, allez, viens. René veut éviter le scandale devant sa clientèle. Il conduit alors Simone dans l'arrière-boutique. Écoute, puisque tu veux tout savoir, Charles a eu plusieurs relations. 3 à ma connaissance. Puis, avec des femmes un peu plus jeunes. J'en ai vu qu'une fois qu'il est venu à la pharmacie, une brune, qui a commencé à lui faire une histoire parce qu'il l'avait quittée. Mon Dieu. J'arrive pas à y croire. Charles travaillait donc dur toute la journée, quitte à s'épuiser, pour pouvoir partir un peu plus tôt et rejoindre sa maîtresse du moment. Cette vie le stressait complètement, il avait peur que tu la prennes. Il vivait en permanence dans l'angoisse. Je suis désolé, Simone. Mais je crois que ce soit ce rythme de vie qui a raison de son cœur.
J'étais effondrée. Jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille de la part de Charles. Et dire que pendant 2 ans, j'ai cru qu'elle était une victime. En plus de me sentir seule, je me sentais trahie, humiliée. C'était affreux. Au même moment, la vie d'Émile s'apprête aussi à basculer. Oui, allô? Oui, docteur. Ah? Comment ça, mes résultats ne sont pas très bons? Il faut quoi? Oh mon Dieu. Mon médecin n'était pas très optimiste. Mon dernier bilan de santé n'était pas très bon. Et les médicaments que je prenais contre mon hypertension pulmonaire ne fonctionnaient pas. Il ne restait plus qu'une solution, la transplantation pulmonaire. Mais à mon âge, j'étais sûr de ne pas être prioritaire. C'est là que j'ai pris ma décision. Odette vient de recevoir un appel d'Émile lui demandant de le rejoindre immédiatement. Elle sent bien qu'il a une annonce importante à lui faire. Bonjour. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? T'es tout pâle. Je t'aime, Odette. Je t'aime depuis toujours. Je me suis jamais marié, car j'espérais que tu viennes un jour avec moi. Je peux plus vivre sans toi. Je peux pas quitter René. Pourquoi? Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Le temps tisse des liens forts, même si ça ne se passe pas toujours bien. Tu ne peux pas rester avec un homme qui t'aime pas. Moi, je t'aime, Odette. Je donnerai ma vie pour toi. Viens avec moi. Je sais, Émile. Mais je peux pas. Je suis désolée. J'ai vraiment cru que j'allais enfin pouvoir serrer Odette dans mes bras. Elle a toujours été ma raison de vivre. Et je vivais maintenant dans l'urgence. J'en avais plus pour très longtemps si je voulais vivre mon rêve. C'était maintenant ou jamais. Il n'y a plus qu'Odette qui donne encore du sens à ma vie. En sursis à cause de sa maladie, Émile, fou amoureux d'Odette, aurait-il forcé le destin en provoquant la mort de son mari? Le soir même, alors qu'Odette est encore à fleur de peau à cause de son rendez-vous avec Émile, elle va subir les foudres de René, tendues depuis la visite de Simone. C'est quoi ça? Quoi? Pourquoi t'as acheté des céréales au blé? C'est plein de gluten. Tu sais bien que je suis allergique. C'est pas moi, c'est Simone qui m'avait fait des courses un jour et qui m'avait rapporté cette boîte pensant nous faire plaisir. Non mais tu sais que c'est très grave si j'avale ces trucs. Je sais, il faut qu'on les jette. Oui, tout de suite. René avait mal choisi son moment pour se montrer dur avec moi et me parler ainsi. Je sortais à peine de mon rendez-vous avec Émile, j'étais encore chamboulée. D'un côté, il y avait toute la douceur dont Émile faisait preuve, et de l'autre, il y avait René. Avec René, je me demandais chaque jour ce qui allait me tomber dessus. Ce qui va lui tomber dessus ce soir, Odette n'aurait jamais pu l'imaginer. Oui, c'est vrai. Je lui dis que son Charles était un homme volage. Qu'il avait eu plusieurs conquêtes, mais j'avais pas le choix. Tu as fait ça? Elle m'accusait de la mort de son mari dans ma propre boutique, devant mes clients. Ce n'était ni le lieu ni le moment. Il fallait que je la calme et vite. Mais t'as cru? Ben oui. Mais c'est faux! Évidemment que c'est faux. Non mais Charles en train de... J'étais prêt au piège. La vérité, c'est que Charles était vraiment surmené à la pharmacie. Je lui mettais trop la pression. J'aurais dû être plus souple avec lui et pas oublier ses problèmes de cœur. Et tu as donc inventé toute cette histoire d'adultère pour ne pas lui dire la vérité? Et tu voulais quoi? Que je lui dise que je l'avais surchargé de travail pour qu'elle m'accuse de l'avoir tué? Mais je ne l'ai pas tué, Charles, je l'ai juste surmené. C'est pas pareil quand même. J'étais outrée. C'est là que j'ai vu le vrai visage de l'homme que j'avais épousé. Je ne pouvais pas laisser Simone croire une chose pareille. Elle devait être dans un sale état. Il fallait absolument qu'elle sache la vérité et vite. Pas question pour Odette de cautionner les odieux mensonges de son mari. Allô? Allô, Simone? Oui, c'est moi, Odette. Écoute, je t'appelle parce que René vient de me raconter ce qu'il t'a dit au sujet de Charles et je... Allô? Alors qu'Odette se croyait seule au téléphone, René, suspicieux, avait décroché l'autre combiné de la maison pour espionner sa femme. Comment tu oses me trahir? Mais pourquoi tu as dit ça? C'est toi! Personne ne joue contre moi, tu m'entends?
Et surtout pas toi. T'avises plus jamais de me faire un coup pareil. Je n'arrivais pas à y croire. Jamais il n'avait osé lever la main sur moi. Et jamais je n'aurais cru qu'un jour il serait capable de faire ça. Une chose est sûre, cette gifle a provoqué un déclic en moi. J'ai su qu'il était temps que tout ça se termine. En quelques heures, la vie d'Odette a chaviré. Elle vient de comprendre que René, l'homme qui partage sa vie depuis 30 ans, est capable du pire. Comment continuer à vivre avec celui qui a levé la main sur elle? Pourrait-elle être à l'origine du malaise qui va toucher son mari? Odette a passé la nuit à ruminer la gifle de son mari et à chercher un moyen de se libérer de son emprise. Je trouve quand même que c'est mal d'avoir menti à Simone en lui disant que son mari la trompait. On va pas revenir là-dessus. Je crois qu'il avait compris. Pourquoi tu lui as menti? Tu lui fais du mal. Tu voulais quoi? Que je lui dise oui, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin parce que son mari n'en foutait pas une? Et puis quoi encore? T'aurais peut-être voulu que je lui paye un dédommagement tant qu'on y est. La vérité t'aurait fait du bien et à elle aussi. Et je pense même qu'elle t'aurait remercié de l'avoir libérée de son questionnement. N'importe quoi. Odette vient d'enregistrer toute la conversation entre elle et René. Elle a une idée derrière la tête et va en faire part à Simone. Odette, Bonjour. pourquoi ce rendez-vous précipité? Écoute, j'ai juste besoin d'être sûre que René n'a pas pu me suivre. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que René t'a dit sur Charles est faux. C'est bien lui qui l'a poussé à bout. Tout est sur cet enregistrement. Si tu veux lui faire un procès, ça m'arrangera. Ça m'aidera à obtenir le divorce plus facilement et à le gagner contre lui. J'ai besoin de le quitter. Si ce que tu me dis est vrai, alors tu peux compter sur moi. Merci. Quand j'ai écouté l'enregistrement, ça m'a donné la nausée. Tout ce qu'il disait, ça me répugnait. Je n'avais qu'une seule envie, le voir mort. Mort tout de suite. Ça servait à rien d'attendre le procès. De toutes les façons, il se serait débrouillé pour gagner. Demain, c'est moi qui allais prendre les rênes de notre séance de spiritisme et laisser à Charles, mon défunt mari, le soin de régler lui-même ses comptes avec son bourreau. Ce soir-là, Odette rentre chez elle résolue à ne rien laisser transparaître de ses intentions de divorce devant René. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Tu rentres bien tard pour quelqu'un qui ne travaille pas. Je suis allée me promener, j'avais besoin de prendre l'air. Et tu t'es acheté quoi avec l'argent que tu n'as pas gagné? Des dessous sexy au moins? Quoi? Viens ici. Pourquoi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon devoir conjugal. Ça nous détendrait tous les deux. J'ai pas très envie là. Je vais faire à dîner. Ça veut dire quoi ça? Lâche-moi. Je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu me dégoûtes. Quoi? Comment tu oses après tout ce que j'ai fait pour toi? T'inquiète pas, c'est bientôt terminé. Pardon? Est-ce que tu envisages de me quitter, c'est ça? Je n'envisage pas, je te quitte, René. Jamais tu m'entends. Jamais tu me feras subir cette humiliation. Et qu'est-ce qui m'en empêchera? Tu partiras peut-être, mais tu le regretteras toute ta vie. Où que tu ailles, je te retrouverai. Je te pourrirai à l'existence jour et nuit. Et tu sais que je peux être très efficace dans ce domaine. T'as pas le droit. T'as pas le droit de me faire souffrir comme ça. Je t'ordonne de rester, de ne rien dire à personne et de reprendre une vie normale. C'est clair. Odette m'appelait tard dans la nuit. Il devait être 3 heures du matin. Elle chuchotait, comme si elle avait peur de parler. Sa voix tremblait. Elle m'a dit que René l'avait menacée si elle partait. Elle voulait trouver une solution, mais il lui fallait encore un peu de temps. Elle insistait pour que je vienne le lendemain à la séance de spiritisme, comme si de rien n'était. Elle voulait que René ne se doute de rien. Simone va-t-elle se venger maintenant qu'elle est certaine que René est bien le responsable de la mort de son mari? Car dans quelques heures, le mari d'Odette va tomber foudroyé après l'invocation du défunt.
Mais à part elle, qui pourrait tirer profit de sa disparition? Émile, au pied du mur à cause de sa maladie, a-t-il décidé de mettre en scène la mort de l'homme qui l'empêche de vivre avec Odette? Et justement, Odette envisagerait-elle de prendre les devants en mettant fin au plus vite à l'existence de celui qui désormais s'en prend physiquement à elle? Le lendemain, Odette n'a pas encore quitté la maison. René ne se doute effectivement pas que Simone est au courant de son mensonge, et encore moins qu'Émile est amoureux de sa femme. Comme à leur habitude, ils vont se réunir pour leur séance de spiritisme du samedi. Mais cette fois-ci, un esprit malin rôde parmi eux. Au boulot, ça va? Oh, parfois. J'ai des clients vraiment idiots à la pharmacie. L'autre jour, j'en avais un. Il est même pas fichu de comprendre les posologies. Des abrutis. Ah, des abrutis. Ça va nous faire une société d'assistés, tout ça. D'assister de dépravés comme Charles. Oh, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, quel idiot! Laisse-la faire vite et je m'en occupe. Alors qu'Odette s'éclipse en cuisine, Simone, persuadée que l'esprit de Charles va se manifester, informe René de son intention de régler ses comptes avec ce mari volage. D'ailleurs, ce soir, j'aimerais lui dire 2 mots à Charles. Lui dire que c'est un salaud qui s'est bien foutu de moi. Oh, t'es sûr? Je suis pas certain que... Même s'il ne nous entend pas, lui, il va m'entendre. Juste une fois. J'ai besoin de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Après, promis, je vous embêterai plus avec ça. Bon, bah, allez, si ça peut te faire du bien. J'avais prévenu Émile et Odette que j'allais amadouer René. Alors qu'en réalité, je comptais bien demander à Charles qui lui avait fait du mal autour de cette table. Mais il ne devait rien en savoir. Et Émile et Odette ont tenu parole. Ils n'ont rien divulgué de mon plan. À quelques minutes de leur séance de spiritisme, Odette semble perdue dans ses songes. Vas-y, je vais m'en occuper. Je ne supporte pas de rester dans la même pièce que René quand tu n'es pas là. T'es sûr? J'en ai juste pour 1 minute le temps que l'eau chauffe. Vas-y, tu me rendras service. D'accord. Une bien étrange séance de spiritisme s'apprête à débuter. L'ambiance est bien différente des séances habituelles. Mais René, trop centré sur lui-même, ne perçoit pas les ondes négatives qui l'entourent. Il vit en ce moment ses derniers instants et sera jusqu'au bout, fidèle à lui-même, imbuvable. Ah, il est beaucoup trop sucré, ce thé, là. Faut en refaire un autre, hein. Charles, ma moitié, mon amour, laisse venir ton esprit à nous l'espace de quelques battements de cœur. Charles, si tu nous entends, écoute la question de ton épouse. Charles, c'est moi ta femme. Si tu m'entends, dis-moi qui est responsable de ta mort autour de cette table. C'est quoi cette question? Simone, tu es sûre que Charles, réponds. quoi? C'est n'importe quoi. Il est mort. René a ingéré sans le savoir une dose de gluten. La réaction allergique à cette substance vient de lui être fatale. Cet après-midi, à l'heure du thé, René a été piégé. Un concentré de gluten a été versé dans la théière par l'un de ses proches. Sans conséquence pour la plupart des gens, le gluten n'aura pas mis bien longtemps à achever René. Sur le moment, j'étais mal, mais je me disais que je nous avais enfin libérés discrètement, que personne n'y verrait rien. Enfin, on allait pouvoir vivre heureux, Odette et moi. Mais j'avais sous-estimé les liens qui unissent 2 époux, même s'ils prétendent ne plus s'aimer. En sentant mon enthousiasme mal dissimulé, Odette a compris que j'étais responsable de la mort de René. Et elle n'était pas du tout d'accord avec ce que j'avais fait. C'est vrai, j'avoue, j'ai cru que c'était vraiment l'esprit de Charles qui avait puni René quand j'ai appris le subterfuge d'Émile. Je me bénis chaque jour de ne pas avoir commis un tel acte. Au moins aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et même prête à faire une nouvelle rencontre. Tout ça ne serait peut-être pas arrivé si j'avais fait mes choix.
Si je m'étais montrée plus courageuse, Émile ne serait certainement pas en prison. Quelques jours après la mort subite de son mari, Odette a demandé une autopsie qui a révélé la présence de gluten dans le sang de René. Émile a avoué très rapidement son crime. Il a été condamné à 20 ans de prison pour assassinat avec préméditation, mais n'a pas eu l'occasion de purger la totalité de sa peine. Il est mort 2 ans plus tard de son hypertension pulmonaire. Une voyante de 27 ans vient d'être agressée dans son cabinet. Son assaillant l'a frappée avec une boule de cristal, la laissant pour morte. Mais qui s'en est pris à Amina? Ses dons de voyance ont-ils un lien avec la violence qu'elle a subie? Et la jeune femme a-t-elle une chance de s'en tirer sans séquelles? C'est dans une petite ville de Bretagne que les événements se déroulent. Patricia est propriétaire d'un cabinet de voyance qu'elle a ouvert il y a 10 ans. Ce matin, elle accueille Amina, une jeune femme qui débute dans le métier. Et puis ça, ce sera votre bureau. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Et puis comme je sais que les débuts sont difficiles, je vous offre les 2 premiers mois de loyer, le temps de vous faire une clientèle. Merci, c'est vraiment très gentil. C'est mon premier cabinet. Avant, je faisais mes consultations par téléphone. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que ça va marcher pour vous. Et puis, on sera complémentaires, vous les cartes et moi les runes. Ouais. Encore merci de me louer ce bureau. De rien. Chez moi, avec mes parents, c'était vraiment pas possible. Ils m'ont jamais vraiment prise au sérieux. Je sais, c'était pareil pour moi. On fait un drôle de métier, hein. C'est clair. On nous prend soit pour des escrocs, soit pour des illuminés. Mais vous verrez, ça vous apportera aussi beaucoup de satisfaction. Bon, allez, je vous laisse vous installer. Mon rendez-vous va arriver. Ok, merci. Ça faisait 6 mois que je cherchais quelqu'un pour partager mes locaux. Mais les gens sérieux, ça court pas les rues. Amina, je l'ai rencontrée au salon de la voyance. Elle m'a tiré les cartes et elle a réussi à m'étonner. Alors quand elle m'a dit qu'elle voulait se lancer et qu'elle cherchait un cabinet dans la région, je lui ai proposé de venir s'installer ici. Ce jour-là, Valérie, la plus fidèle cliente du cabinet, attend son rendez-vous avec Patricia. Ok, d'accord. Je vais lui dire. À demain, Patricia. Je suis désolée, mais Patricia pourra pas vous recevoir aujourd'hui. Elle est souffrante. En revanche, elle vous propose un autre rendez-vous. Est-ce que vendredi, ça vous irait? Vendredi? Elle peut vraiment pas avant? Bon. Mais pourquoi ce serait pas vous? Vous travaillez bien ici, non? Oui, on partage les mêmes locaux depuis lundi, oui. Ah bah voilà, c'est parfait. Si vous le dites. Bon ben, on y va ou quoi? Oui, c'est par là. Ça faisait 10 ans que je fréquentais le cabinet de Patricia. J'y allais en moyenne une fois tous les 15 jours. Comme je suis d'un tempérament angoissé, ça me faisait du bien. Un peu comme une séance chez le psy. Un moment pour soi, mais sans avoir à se remettre totalement en question. C'était la première fois que je faisais une infidélité à Patricia. Mais j'en avais vraiment besoin. Valérie est loin d'imaginer que cette consultation va profondément bouleverser son quotidien. On a le 8 de pique dans votre jeu. C'est comme si il y avait un désaccord familial. Et puis à côté, on a le 8 de cœur qui représente une jeune femme blonde. Apparemment, cette jeune femme est importante pour vous. Elle s'est éloignée de vous, non? Oui. Oui, c'est ma fille Sylvie. Elle a quitté la maison il y a 5 ans et depuis, j'ai aucune nouvelle. Mais vous voyez autre chose sur elle? Écoutez, j'ai l'impression qu'elle veut reprendre contact avec vous. C'est vrai, vous êtes sûre? Regardez, elle sort vraiment clairement dans votre jeu. Vous voyez là tous les carreaux qui l'entourent? Mais ça veut dire que je vais la retrouver? Je pense qu'elle veut reprendre contact. Maintenant, c'est compliqué. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui empêche ces retrouvailles. Le chemin est encore difficile. J'étais bouleversée. Elle ne connaissait rien de moi et pourtant elle me parlait de ma fille que j'avais pas vue depuis 5 ans. Il n'y avait pas un jour où je pensais pas à elle. Ne pas avoir de nouvelles de son enfant, mais il n'y a rien de pire pour une mère. Et là, entendre dire
que ma fille voulait reprendre contact avec moi, mais c'était la plus belle chose qu'on puisse me dire. Seulement le soir, à l'arrivée de son mari François, l'enthousiasme de Valérie va retomber. Ça va? Ouais. Passé une journée de dingue. Toi, ça va? Tu devrais pas regarder ces photos, ça te fait du mal. Je suis allée me faire tirer les cartes aujourd'hui. Et tu sais quoi? Je suis tombée sur une nouvelle voyante. Elle est extraordinaire. Tu sais quoi? Elle m'a dit que j'allais revoir Sylvie. C'est quoi ces âneries, là? Comment tu peux croire à ces sornettes? Mais c'est vrai, j'ai oublié. Monsieur ne croit que ce qu'il voit. Mais personne m'avait jamais parlé comme ça. Patricia, elle m'en avait jamais parlé. Valérie, je veux pas que tu rentres là-dedans. Franchement, tu commences à aller mieux, là. Je sais pas pourquoi t'as besoin d'aller voir cette voyante tirer ses cartes, là. Arrête, si Sylvie avait voulu te revoir, elle aurait appelé depuis longtemps. Non? Valérie et sa fille ont toujours eu des rapports conflictuels. Apparemment, c'est normal dans les relations mère-fille, mais je crois que ça s'est particulièrement aggravé quand je suis arrivé dans la vie de Valérie. Sa fille, en fait, n'a jamais accepté qu'elle refasse sa vie avec un autre homme que son père. Alors un matin, la dispute est montée d'un ton. Valérie, à bout de mots, l'a giflé. Et depuis ce jour-là, Sylvie lui fait payer en ne lui donnant plus aucune nouvelle. Au cabinet de voyance de Patricia, le téléphone ne cesse de sonner. Ah, bonjour, Les clients sont de plus en plus nombreux. Seulement les appels ne lui sont pas destinés. Avec Amina. Très bien, je vous la passe. Amina, c'est Madame Verdec qui souhaiterait un rendez-vous avec vous. Oui, bonjour Madame Verdet. D'accord, demain, 15h. Très bien. Au revoir. Valérie vous a fait une sacrée pub. Je suis désolée, je sais que c'est votre cliente. Vous savez, déontologiquement, dans notre métier, on ne vole pas les clients des autres. Vous êtes encore jeune. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, à ce rythme-là, c'est bientôt moi qui ne vais plus pouvoir payer ma part du loyer. Là, ça commençait vraiment à m'énerver. Elle me piquait tous mes clients. En 2 semaines, j'en avais presque perdu la moitié. Valérie parlait d'elle à toutes ses amies. Mais qu'est-ce qu'Amina avait bien pu lui dire pour la séduire autant? Quelle blessure elle avait découvert? Parce qu'il faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce qu'on fait, nous les voyants? On décode le regard des gens. Et dans leurs yeux, on lit leurs peines, leurs joies, leurs espoirs. Après, c'est à nous d'évaluer ce qu'on peut leur dire ou pas. Depuis la prédiction d'Amina, Valérie s'accroche à l'idée qu'une réconciliation avec sa fille est possible. Ses visites sont de plus en plus fréquentes. Elle devient sa meilleure cliente. Par contre, il y a un homme. Vous voyez là sur votre pic, un homme qui empêche cette réconciliation. Alors je sais pas si c'est un homme qui est proche de vous ou proche de votre fille, mais c'est pas une bonne personne. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne souhaite pas votre réconciliation? Non, je vois pas. Mon mari et ma fille s'entendaient pas très bien, mais enfin, de là à m'empêcher qu'on se revoie, non. Alors c'est sûrement un homme proche de votre fille. De toute façon, tout laisse penser que vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Et puis vous verrez, vous allez la revoir. J'étais sûre qu'elle se trompait pas. Impossible. L'instinct maternel, il n'y a pas mieux. Et là, je renouais avec. À ce moment-là, elle était une vraie bénédiction. C'était comme si Amina m'avait ramenée à la vie. Seulement François ne partage pas l'enthousiasme de sa femme. Il est même exaspéré par les histoires de la voyante. Je suis le mari de Valérie. Alors écoutez-moi bien, je vous interdis de lui tirer les cartes. Comment vous pouvez lui dire que sa fille va revenir? Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous êtes en train de lui faire, là? Attendez, monsieur, je suis juste en train de faire mon métier, c'est tout. Non, vous êtes en train de la manipuler. Ma femme est fragile et c'est à moi de la protéger contre des charlatans de votre espèce. Attendez, s'il vous plaît, là. Attendez, j'ai des relations, moi. Si vous continuez comme ça, je vais m'arranger pour que vous ayez un petit contrôle fiscal. Je suis sûr que vous déclarez pas tout ici. D'accord? Et si vous ne me croyez pas, regardez dans vos cartes, vous verrez que je suis pas quelqu'un à tirer des paroles en l'air. Monsieur, s'il vous plaît, on peut peut-être... Je vous interdis de revoir ma femme. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est bien clair. Tu lui as parlé de sa fille, c'est ça? Ok, maintenant je comprends.
J'arrivais pas à faire entendre raison à ma femme. La seule solution qui me restait, c'était d'aller voir cette pseudo-voyante et lui faire comprendre que j'étais pas dupe de son petit jeu. D'autant plus que je trouvais ça infect qu'elle se fasse de l'argent sur la détresse d'une mère. Inquiet de voir Valérie manipulée, François a-t-il agressé Amina pour protéger sa femme? De son côté, Patricia prend les menaces de François très au sérieux. Elle n'a pas l'intention de prendre de risques pour son cabinet. Patricia, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous parler, Valérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu délicat, mais comme on se connaît depuis plus de 10 ans, je peux pas vous mentir. Oui? Bon, vous vous souvenez, à l'époque, vous aviez mis des photos d'elle partout dans les journaux, jusqu'à ce qu'elle vous appelle pour vous dire qu'elle allait bien, et qu'elle vous demande de la laisser tranquille. Voilà ce que j'ai trouvé dans un des tiroirs d'Amina. Vous pensez qu'elle m'a menti? Ouais. Elle a voulu se faire une réputation sur votre dos. Je crois que votre mari avait raison. Je suis désolée. Ça veut dire que je vais pas prendre ma fille, alors? Ok, j'avoue. Ce que j'ai fait, c'était pas très clean. Ressortir un vieil article des tiroirs. Mais j'avais rien trouvé d'autre pour arrêter ça. Je connaissais bien Valérie. Elle était prête à tout croire pour sa fille. Amina aurait dû le comprendre tout de suite. Dans ce métier, il faut avoir une éthique. Ne jamais jouer avec la faiblesse des gens. Sinon, on s'inscrit dans le pouvoir et... là, c'est dangereux. Moi, pendant mes consultations, je lui ai jamais parlé de sa fille. Jamais. Furieuse, Valérie retourne au cabinet de la voyante avec la ferme intention de lui dire ce qu'elle pense de ses méthodes. Alors? La souffrance des gens, c'est votre fonds de commerce? De quoi vous parlez? Je comprends pas. Je veux pas les innocentes avec moi. C'est Patricia qui l'a trouvé dans vos affaires. C'est quoi? Ah d'accord, là je comprends mieux. Et si je vous disais que c'est la première fois que je vois cet article? Quel intérêt Patricia aurait à mentir? Je sais pas, peut-être celui de votre mari? Marie. Il est venu avant-hier. Il nous a menacés, il a dit que si je continue à vous recevoir, le cabinet aurait des problèmes. Patricia a dû avoir peur. Je peux la comprendre. Je suis désolée. Excusez-moi. Mais... alors, les prédictions sur ma fille sont vraies? Seul l'avenir le dira. Oh, merci, Amina. Merci. Bon. Et on dit 15h vendredi? À vendredi, Valérie. Au revoir. Quand j'ai vu Valérie enlacer Amina, je me suis dit qu'on allait avoir des problèmes. Amina se rendait pas compte qu'elle mettait le cabinet en danger. Si quelqu'un venait fouiner dans ma compta, j'étais finie. C'est vrai, dans ce métier, on déclare pas toujours tout, on est payé parfois en cash. Et à cause de cette idiote d'Amina, je risquais un redressement fiscal. Et ça, je pouvais pas me le permettre. Patricia s'en est-elle prise à sa jeune associée pour protéger son entreprise? Deux jours plus tard, malgré les mises en garde de son mari, Valérie se retrouve une fois de plus face aux prédictions d'Amina. Par contre, votre fille vous a écrit? Oh non. Non, toujours pas. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pour bientôt. Très bientôt. Mettez-vous à ma place. Imaginez-vous que cette femme était le seul lien qui me reliait à ma fille. Ouais, je sais que ça peut paraître dingue, mais j'avais personne avec qui je pouvais parler de la sorte. Elle était devenue une confidente, une amie avec laquelle je pouvais partager mes états d'âme, mes questionnements, mes angoisses. Ah oui, je croyais dur comme fer à tout ce qu'elle me disait, et ça me faisait du bien. Valérie devient dépendante des prédictions de la voyante. Aveuglée par son envie de revoir sa fille, elle perd toute objectivité. Je peux savoir ce que tu fais encore dans cette fenêtre? T'attends quoi au juste? Le facteur. Cet idiot ne passe jamais à la même heure. Mais t'attends quoi au juste? Une lettre de Sylvie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est Amina qui me l'a dit. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu la revois. Non mais qu'est-ce qui te dérange au juste? Que je vois une voyante ou que Sylvie reprenne contact avec moi? C'est vrai, tu l'as jamais aimée, ma fille.
Mais tu vois, ce qui me dérange, c'est que t'aies plus l'autre de me dire ça. Ça m'a rendu dingue. Qu'elle ose me dire ça. Qu'elle ose penser une seconde que j'ai pas envie de revoir Sylvie à la maison. Comment elle pouvait dire ça? Moi qui, depuis le début, l'ai encouragée dans toutes les démarches qu'elle a faites. J'ai même embauché il y a 4 ans un détective privé. Là, franchement, l'influence de cette Amina, ça commence à vraiment m'inquiéter. Après une longue semaine d'attente sans nouvelles de sa fille, Valérie ne tient plus. Elle retourne chez la voyante. Et 3. Bon, vous êtes sûr pour ma fille? Parce que depuis 10 jours, elle m'a toujours pas écrit, hein, toujours rien. Si, regardez, ça ressort à nouveau dans votre jeu. Il y a la rapidité. Il faut savoir qu'en cartomancie, la rapidité, c'est entre 1 semaine et 3 mois. 3 mois? Soyez patiente, faites-moi confiance. Il faut vous reposer, Valérie. Hein. Vous m'avez l'air très tendue et ça se voit dans vos cartes. Ah, mais là, j'en peux plus. Oui, mais regardez, ça, c'est la carte de la maladie. Ménagez-vous. D'accord? Me ménager? Mais comment je pouvais ménager? À force d'attendre cette lettre, j'arrivais même plus à dormir. Et si cette lettre n'arrivait jamais? Valérie aurait-elle pu agresser Amina pour lui avoir donné un faux espoir? Pour l'heure, Valérie est toujours sans nouvelles de sa fille. Et le coupable est tout trouvé. C'est quoi cette lettre que t'as mis dans ta poche? Quoi? Oui, c'est une lettre de Sylvie, c'est ça? Tu voulais me la cacher? Mais tu deviens complètement folle, hein? Ah, c'est ça. Amina m'a dit qu'un homme voulait m'empêcher de revoir ma fille. Maintenant, je sais que c'est toi. Tu l'as toujours détestée, ma fille. Montre-moi cette lettre tout de suite. Tiens, t'as la facture de gaz, t'as qu'à la payer. Sylvie, elle reviendra pas, il faut que tu te mettes ça dans la tête. Mais c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Je la reconnaissais plus. Évidemment, elle a toujours beaucoup parlé de sa fille. Mais là, c'était devenu une obsession. Je savais plus quoi faire pour qu'elle m'écoute. C'était devenu invivable à la maison. Après ça, elle a même voulu qu'on fasse chambre à part. Ça commençait à être limite pour notre couple. J'étais en train de la perdre. Inquiet de la tournure que prend la situation, François décide à nouveau de faire pression sur Patricia. Amina, il faut qu'on parle. Je viens d'avoir François au téléphone, cette fois-ci il est sérieux. Il va nous dénoncer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je lui dise de plus venir? Elle voudra jamais, elle est venue 3 fois cette semaine. Ah oui, mais elle passe ses matinées devant la boîte aux lettres à attendre le courrier et après elle s'enferme pendant des heures dans sa chambre. Tu lui fais plus de mal que de bien, Amina. C'est pas ce que je voulais. Bah, je sais, mais il faut qu'on trouve une solution maintenant. Tant qu'elle aura pas reçu la lettre de sa fille, elle sera comme ça. Alors il faut qu'elle la reçoive. Le plus vite possible. C'était le seul moyen pour que Valérie revienne à la réalité. Qu'on lui écrive cette lettre et qu'elle pense que c'était sa fille. Bon, je sais, c'était pas très glorieux, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Mais pour mettre leur stratagème à exécution, Patricia et Amina ont besoin d'aide. Elles se tournent vers François. Alors ça vous suffit plus de manipuler ma femme, vous voulez que je me mette aussi, c'est ça? Non, on veut juste vous aider. Valérie va pas bien, c'est vous qui nous l'avez dit. Et tant qu'elle aura pas reçu cette lettre, ça s'arrangera pas. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là? Elle lui mentir sur ce qu'elle a de plus cher. Ouais. Mais de mentir par amour. Ce sera juste une carte postale. Pour lui dire qu'elle va bien, qu'elle pense à elle, mais qu'elle a encore besoin de temps pour réfléchir. Une carte postale sans adresse. Super idée. Ça va la conforter dans l'idée que votre voyante a vu juste et ça va la rendre encore plus dépendante. Non. Non, parce qu'Amina s'est engagée à partir après tout ça. Ça l'a beaucoup touchée, cette histoire, elle aussi, vous savez. Et puis, contrairement à ce que vous pensez, c'est une fille bien. Bon, vous avez besoin de quoi, là? Une ancienne lettre de Sylvie pour qu'on puisse imiter son écriture. Ok. Mais alors vous me jurez qu'elle quittera le cabinet définitivement après ça? Juré. Je compte sur vous. Je sais pas pourquoi j'ai accepté. Je crois que j'en avais marre de voir ma femme dans cet état-là. À la maison, elle devenait de plus en plus agressive. On se parlait presque plus. Avec la lettre que leur a confiée François, Patricia et Amina ont de quoi imiter l'écriture de la fille de Valérie. Leur plan est en marche. C'est pas encore ça, hein? Ouais. Regarde, en fait, les J sont un peu moins penchés. Et les B regardent un peu plus rond, tu vois? Ouais. T'embrasses, regarde le B. Toi, il est moins rond. Fais-le plus rond. Vas-y, recommençons. Il nous en reste plus que 5.
J'avais demandé à ma mère de m'envoyer une dizaine de cartes postales de Rennes. Malgré tout, j'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est jamais bon de mentir. Surtout quand il s'agit de sentiments aussi forts que ceux d'une mère pour sa fille. Mais Valérie était tombée dans un engrenage et il fallait arrêter ça à tout prix. Une semaine plus tard, au domicile de François et Valérie. Amina avait raison. Sylvie m'a écrit, regarde, elle est à Rennes. Oh, je dois te rassurer. Elle te dit qu'elle t'aime. Regarde, la petite maman. Oh, je suis tellement heureuse. Oh, excuse-moi, j'ai été horrible avec toi. Hein. Pardonne-moi. C'est pas grave, c'est normal. Il faut que j'aille montrer la carte à Amina. Je t'aime. Je t'aime. Je savais pas comment réagir. À la fois, j'étais content que ma femme retrouve le sourire et en même temps que je me disais que si un jour elle apprenait la vérité, elle m'en voudrait toute sa vie. Et elle aurait raison. Parce qu'elle comprendrait sûrement pas que j'avais fait ça pour elle. Au cabinet de voyance, la lettre reçue par Valérie n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire. C'est noté. Au revoir. Le 12, c'est dans 3 semaines. On s'était mis d'accord, Amina. Oui, mais... Une fois que Valérie avait reçu sa lettre, tu devais partir, non? Oui, mais Valérie va mieux et depuis qu'elle a reçu cette carte, j'ai jamais eu autant de rendez-vous, je peux pas partir maintenant. Non, ça va pas, ça. Et maintenant que j'ai une clientèle, je vais pouvoir te payer le loyer. Je peux même te donner les 2 mois que tu m'as offerts. Non, mais je m'en fiche, ça. J'ai donné ma parole à son mari qu'après tout ça, tu partirais. Je sais. Et c'est même à cette condition qu'il nous a aidés. Et toi aussi, tu m'as donné ta parole. Je suis désolée, j'ai changé d'avis. Je peux pas passer à côté de ça. Tu sais quoi? J'ai dit à son mari que t'étais une fille bien. Mais je me suis trompée. Je me suis bien fait avoir. Avec ses airs de pas y toucher. Finalement, ça la dérangeait pas de bâtir sa clientèle sur un mensonge. Mais je savais que le mari de Valérie n'accepterait pas que sa femme revoie Amina. Pas après ce qu'on lui avait fait faire. Patricia a raison. Ses craintes ne tardent pas à se confirmer. Bonjour, monsieur Morin. Vous m'aviez juré qu'elle allait quitter le cabinet. C'est ce qu'on avait convenu, non? Et là, qu'est-ce que j'apprends? Elle a rendez-vous avec ma femme cet après-midi. C'est pas la peine de vous énerver. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Que sa fille va revenir, c'est ça? Mais nous, on va faire quoi? On va trouver une actrice pour se faire passer pour elle? Calmez-vous. À moi aussi, elle m'a menti. Il va falloir trouver une solution pour qu'elle disparaisse. Vite. Très vite. Moins de 4 heures après cette conversation, Amina était retrouvée à son cabinet, entre la vie et la mort, victime d'un violent coup sur la tête. François et Patricia avaient tous deux de bonnes raisons de vouloir la neutraliser définitivement. À moins que Valérie, de son côté, n'ait finalement découvert les mensonges de sa jeune voyante. Sous la pression de François, Patricia n'a plus le choix. Elle va tenter de raisonner son ancienne cliente. Bonjour. Bonjour. Je peux vous parler, Valérie? D'Amina, je suppose. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois-ci? Ah, oui, comme bien sûr, j'ai trouvé. Vous allez me dire que c'est elle qui a écrit la carte postale, c'est ça? Justement, oui. Vous êtes jalouse, Patricia. Parce que vous n'avez pas son talent. Vous en devenez pitoyable. Allez-vous-en. Ma petite maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un travail. J'ai encore besoin de temps pour réfléchir, mais je t'aime et je pense fort à toi. C'est ça, non? Mot pour mot? Ma mère habite Rennes. C'est elle qui a envoyé la carte de là-bas. Non, je pouvais pas croire ça. Non, c'était pas possible qu'elles aient osé faire ça. Amina me devait une explication. Valérie, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vous qui avez écrit ça, n'est-ce pas? Celle de votre fille? Qui vous a fait croire ça? Patricia. Patricia, comme elle vous a fait croire aussi pour l'article soi-disant dans mon bureau. Elle connaissait le texte par cœur. Valérie, vous me l'avez lu. Je vais lui réciter de mémoire. Pas très compliqué de s'en souvenir. Vous pourriez me faire confiance un petit peu, non, depuis le temps? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ma petite maman. Attendez, je peux tout vous expliquer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous avez pas vu ça. Calmez-vous.
espèce de garce! Dans notre métier, faut jamais se servir de la faiblesse de nos clients. Sinon, on le paye à chaque fois. Je savais bien que tout ça allait mal se terminer. Et pour ça, pas besoin d'avoir des dons de voyance. C'est du bon sens. Juste du bon sens. Bien sûr que je regrette ce que j'ai fait. Mais j'étais plus moi-même. J'étais comme submergée par ma colère. Celle d'avoir été trahie dans ma confiance de mère. Comment elle avait pu jouer avec ma détresse et ma souffrance. Après 2 jours passés dans le coma, Amina s'est réveillée sans séquelles et a porté plainte contre Valérie pour coups et blessures. De son côté aussi, Valérie a fait appel à la justice. L'escroquerie qu'elle a subie a fait les gros titres de la presse locale et lui a permis de renouer avec sa fille, qui a eu vent de l'affaire. Quant à Patricia, le départ d'Amina lui a permis de retrouver tous ses clients. Une jeune femme de 30 ans est retrouvée inanimée, dans sa grange. C'est son père qui la découvre. Une étrange mise en scène entoure ce drame. Qu'a-t-il pu arriver à cette jeune agricultrice? Retour sur une mystérieuse affaire qui a réveillé de vieilles croyances de la région. Deux mois plus tôt, dans un village du Calvados. C'est dans cette ferme familiale que vit Hilda, avec son père Marcel et sa belle-mère. Il y a quelques semaines, un triste événement est venu bouleverser leur vie. Le frère aîné d'Hilda, Louis, est décédé accidentellement. Ça y est, j'ai vendu la jument. J'aurais dû la faire piquer, mais on a besoin d'argent. Je comprends pas ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée dans le box, elle était incontrôlable. J'ai rien pu faire et Louis était déjà mort. Faut pas que tu te sentes coupable. Depuis le drame, Hilda et Marcel se sont beaucoup rapprochés, à tel point que pour la première fois, il ose enfin lui accorder sa confiance. Tu sais, j'ai réfléchi. Depuis que ton frère n'est plus là, je pense qu'il faut que tu t'occupes de la ferme. Et puis moi, je n'ai plus la force. J'ai une arthrose et ça me fait de plus en plus souffrir. J'aimerais que tu t'en occupes de cette exploitation. Moi? Tu peux compter sur moi, papa. Je vais prendre rendez-vous chez le banquier et je vais te faire une procuration. Quand lui est mort, une partie de moi s'est envolée avec lui. J'étais anéanti. Je n'avais plus de force. J'aurais été incapable de reprendre la ferme. Ida, elle, par contre, elle était forte. J'avais confiance en elle. C'était une fille courageuse et le travail ne lui faisait pas peur. Si Hilda fait enfin bonne figure face à son père, sa belle-mère Gabrielle, elle, sait combien la jeune femme peut être fragile. Ça va? Ben, il me manque. Mais bon, je tiens le coup et puis papa compte sur moi, alors c'est pas le moment de craquer. Hein. Mais ton frère serait fier de toi s'il te voyait. J'espère. Tu sais, parfois je me dis qu'on nous a acheté un mauvais sort ou un truc dans le genre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, ça a commencé par la mort de maman. Puis papa est tombé malade. Maintenant c'est Louis, alors si le destin s'acharne pas sur nous, j'ai rien compris. Mais non, Hilda. C'est juste que parfois la vie, elle est vraiment mal faite. Ben, je crois pas. Je te jure, je suis sûre qu'il y a un autre truc dans cette ferme. Je suis sûre qu'elle est chargée de mauvaises ondes. Hilda, ça n'existe pas, les mauvaises ondes. Alors, s'il te plaît, ne rentre pas là-dedans. On m'a parlé d'un radiesthésiste qui chasse le mauvais œil. Ben, j'irai bien le voir. Si tu veux. Mais méfie-toi de ce genre de personne. De toute façon, ça coûte rien d'y aller. Quand Hilda m'a parlé d'un radiesthésiste, ça m'a fait peur.
Je me suis dit que ce type allait profiter de sa faiblesse. Je ne voulais pas qu'elle se fasse manipuler. Je comprends. Quand il nous arrive autant de malheurs, on finit par se poser des questions. Mais se réfugier dans l'occultisme, c'était pas la meilleure solution. Mais les avertissements de Gabriel restent vains. Car après avoir longuement hésité, Hilda décide finalement de se rendre chez Jean, le radiesthésiste dont elle a entendu parler. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Je viens vous voir parce que je pense qu'il y a un problème à la ferme. C'est comme si ces derniers temps, elle nous portait malheur. Tout a commencé par la mort de ma mère. Elle est morte d'un cancer. Et puis mon père est tombé malade quelques années après et maintenant c'est mon frère, Louis. Il est mort il y a un mois. Il a reçu un coup de sabot d'une jument. Je vois. Peut-être qu'on nous a acheté le mauvais œil. N'allons pas si vite. Par contre, il arrive que certaines maisons soient chargées de mauvaises ondes. Que les murs soient imprégnés de l'histoire des anciens habitants, par exemple. Vous savez s'il y a eu un drame dans la maison avant votre arrivée? Non. En fait, j'y connais rien dans ce domaine. Je suis là parce que j'ai un mauvais pressentiment. Bon, d'ici, je ne peux rien faire. Il faut que je vienne chez vous voir ce qui se passe. C'est possible? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Vers 14h30? Parfait. Ça fait 15 ans que je suis radiesthésiste. J'ai hérité de mon don par ma mère. C'est vrai que quand Hilda est entrée dans mon bureau, j'ai tout de suite senti qu'il y avait des ondes négatives. Bien sûr, je ne savais pas d'où ça venait. Mais j'ai effectivement senti qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté d'aider Hilda. Hilda met en effet beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous. Et Jean l'a bien compris. C'est donc presque naturellement qu'il découvre quelque chose d'inhabituel. Oui, en effet. Je détecte des champs électromagnétiques très forts par ici. C'est même plutôt rare que mon pendule réagisse autant. Il y a une source qui passe sous la maison? Non, je pense pas. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Vous savez, il peut y avoir des tas de raisons. Pas forcément irrationnelles, si ça peut vous rassurer. Un gisement souterrain, par exemple. Okay. Bon, je vais faire l'étage. Ouais. Mais malheureusement... Papa, t'es déjà rentré? Ok. Bah, je te présente Monsieur Pelletier. Le radiesthésiste dont je t'ai parlé la dernière fois. Je vais me reposer, je monte à l'étage, mon dos me fait mal. Je suis désolée. Vous préférez que je repasse demain pour sonder l'étage? Oui, c'est... Je pensais pas qu'il rentrerait aussitôt, donc... Non, mais c'est pas grave. Je suis un peu désolée. En attendant, on va s'occuper de cette pièce. Ouais. Et vous pensez que ça va prendre du temps? Non. C'est du sel bénique. On va en mettre aux 4 coins de la pièce. Ça éloigne les mauvaises ondes. D'accord. Depuis gamine, il a été fasciné par tout ce qui était mystérieux. Je crois que cette famille... Ma mère soignait les brûlures et tout le village venait, ça marchait. Quand j'ai vu ce type dans la salle à manger avec son pendule, ça ne m'a pas étonné. Mais si Marcel semble familier de ces méthodes, il n'en est pas de même pour Gabriel. T'as vu ça? C'est quoi ce truc? Ça? C'est un pentagramme. Il paraît que ça éloigne le mal. C'est Ida qui l'a accroché. Et c'est tout ce que ça te fait? Tu trouves ça normal que ta fille accroche des symboles occultes dans toute la ferme, toi? Si ça lui fait du bien. Mais Marcel, mais tu ne veux pas voir la vérité en face. Depuis la mort de Louis, Hilda ne va pas bien du tout. Elle est prête à croire n'importe quoi, n'importe qui. Le premier escroc venu. Alors si en plus toi, tu l'encourages là-dedans... Son grand frère, c'était tout pour elle. Alors si ça peut l'aider à aller mieux, je vois pas pourquoi je lui opposerais. Marcel ne voulait rien voir. Mais moi, j'étais sûre qu'Hilda était tombée entre les mains d'un charlatan. Un type qui vous fait accrocher des pentagrammes au-dessus des portes. Alors en temps normal, ça m'aurait peut-être fait rire. Mais là, dans ce contexte difficile, douloureux, la fragilité d'Hilda, j'avais peur que ce type lui fasse plus de mal que de bien. Ah putain, mon dos! Ne bouge pas, j'appelle le médecin. Mais si Gabriel s'inquiète pour Hilda, aujourd'hui c'est Marcel qui souffre le martyre. Qu'est-ce qui se passe? Ton père, il a une nouvelle crise. Jean profite alors de la situation pour proposer son aide. Je peux voir où vous avez mal? Mais laissez-le tranquille, vous voyez pas qu'il souffre? Mais laisse-le faire. Sous le regard attentif et intéressé d'Hilda, Jean s'adonne alors
à une gestuelle mystique. Ce soir, vous allez vous sentir un peu fatigué. Mais demain, ça devrait aller mieux. Eh ben moi, j'appelle le médecin. Raccroche, je te dis pas de médecin. Mais c'est ridicule, Marcel, tu souffres. Mais raccroche, je te dis. J'ai bien vu que ça ne plaisait pas trop à cette femme. Mais ce qui comptait pour moi, c'était de pouvoir soulager le père d'Hilda. Que cette femme croie à mes dons ou pas, je m'en moquais totalement. Mon devoir, c'était de continuer à soulager cette famille. Et c'est ce que j'ai fait. Pour rassurer sa fille sur la confiance qu'il lui porte, malgré ses doutes, Marcel a choisi de se laisser faire. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Marcel semble remis de sa douleur si insupportable. Tu ne vas quand même pas croire que c'est grâce à ce type. C'est psychologique, c'est tout. Et t'as pas guéri pour autant. Alors, je ne sais pas moi, mais tout ce que je sais, c'est que ça a marché. Et c'est quoi ce truc-là encore? Ça? Mais c'est une pierre énergisante. C'est Ida qui me l'a donnée. Mais Marcel, mais tu vas pas tomber dans ce genre de délire, toi non plus. Et combien elle a payé, sa pierre énergisante? Tu lui as demandé ça? C'est lui qui lui a donné. Tu vois que tu es mauvaise langue. C'est ça. Mauvaise langue. Je sais que c'est difficile à croire, mais mes douleurs ont disparu d'un coup. Est-ce que c'est grâce à Jean ou est-ce que c'est psychologique? Ça, je ne le saurai jamais. En tout cas, j'étais prêt à porter n'importe quelle pierre autour du cou pourvu que ça me calme au niveau du dos. Je ne comprenais pas pourquoi Gabriel était dans un tel état. Si Gabrielle se met dans un tel état, c'est parce qu'elle est la seule à voir que Jean est en train d'étendre dangereusement son influence sur Hilda. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Bah ouais, je lis des incantations, c'est Jean qui m'a passé son bouquin. Jean? Parce que tu l'appelles Jean maintenant. Écoute, je comprends que tu cherches des explications à la mort de Louis, mais là ça va trop loin. Il n'est pas mort à cause des mauvaises ondes. C'est des conneries tout ça. Ben moi je pense pas. Et j'en suis certaine même. Tu verras. Et quand t'auras mis le feu à la grange avec tes cierges, t'accuseras encore les mauvaises ondes? Là, c'était clair. Elle perdait la tête. Mettre du sel béni aux quatre coins de la maison passe encore. Mais faire des incantations, fallait vraiment que ça cesse. J'allais quand même pas laisser ce type faire autant de mal à Hilda sans réagir. Alors Gabrielle, au risque de se mettre à dos sa belle-fille, prend les choses en main. Bonjour. Je suis venue vous demander d'arrêter de voir Hilda et de cesser tout contact avec elle. Mais pourquoi ça? Vous le savez très bien. Elle est fragile, influençable et vous en jouez. Vous lui faites croire n'importe quoi avec vos balivernes. J'avais plutôt l'impression de l'aider. En lui faisant réciter des prières devant un hôtel au fond d'une grange, c'est comme ça que vous l'aidez? Vous voulez que je vous dise? Vous êtes un escroc. Tout ce que vous voulez, c'est vous faire de l'argent sur sa souffrance. C'est dégueulasse. Et je vous préviens, si j'apprends que vous abusez de sa confiance, je vous dénonce aux flics. C'est clair? Quelque part, je pouvais comprendre sa réaction. Même si je la trouvais un peu agressive. Je ne peux pas forcer les gens à croire à ma science. Il y aura toujours des sceptiques. Par définition, les choses de l'invisible ne peuvent pas être démontrées. Et pourtant, ça se passe bien sur un autre plan. Plus subtil. Si Hilda ignore tout de l'intervention de sa belle-mère, le sort semble continuer à s'acharner sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Ben j'en sais rien, il marche pas. Il marchait hier. Bah oui, je sais. Mais non, ça vient du démarreur. Démarreur, ouais. Bon, de toute façon, fais chier. Je vais appeler Jean. Toujours, pour préserver sa fille, une fois de plus, Marcel accepte. Ce tracteur, il était neuf. C'est vrai que c'était plutôt bizarre qu'il tombe en panne. Mais quand Ida a pris son téléphone pour appeler le radiesthésiste, j'avoue, sur le moment, j'ai trouvé ça un peu bizarre. D'habitude, quand un tracteur tombe en panne, on l'appelle plutôt un garagiste. Mais j'ai laissé faire. Gabrielle tente de son côté tant bien que mal de maintenir l'équilibre familial sous son toit. Il paraît que t'as été voir Jean. Mais de quoi tu te mêles? Puis c'est quoi cette histoire de lui interdire de venir à la maison? T'es complètement folle ou quoi? Moi non. C'est toi qui m'inquiète. Mais tu te prends pour qui?
Tu te prends pour ma mère, c'est ça? Tu crois que j'ai besoin de ton aide? J'en ai pas besoin, moi, de ton aide. Alors t'es gentil, tu restes tranquille. Ici, c'est moi la patronne, c'est moi qui dirige la ferme. Et je vais venir qui je veux, c'est clair? Et si t'es pas contente, mais casse-toi! Avant, tu ne m'aurais pas parlé comme ça. Ce n'était vraiment plus la même. Avant, on s'entendait bien. On était complices. Jamais elle ne m'avait parlé méchamment. Après ça, j'étais tout à fait convaincue. Il fallait que je fasse absolument tout pour l'éloigner de ce type. Gabrielle semble être la seule à penser que Jean a une mauvaise influence sur Hilda. Comment va-t-elle s'y prendre pour définitivement convaincre ses proches que cet homme est un danger? Malgré les mises en garde de Gabrielle, Jean ne s'est pas fait prier pour revenir dans la propriété. La fréquence de ses visites a même doublé. Vous avez fait brûler de la sauge dans cette chambre, comme je vous l'avais demandé? Oui, pourquoi? Vous pensez qu'il y a des mauvaises ondes encore? Oui. Certaines sont plus résistantes. On pourrait essayer le quartz rose, mais il faut le faire venir de la maison de la radiesthésie, ça risque de vous revenir un peu cher. Et combien? Je ne sais pas, il faut que je me renseigne et que je les appelle. Sinon, on peut retenter avec la sauge. À force, ça peut finir par marcher. Non, je suis pressée. Je me renseigne et je vous appelle. Mais je préférais que ça reste entre nous. Je ne voudrais pas avoir de problème avec votre belle-mère. Je savais que je prenais des risques en proposant ça à Hilda. Je savais que la belle-mère ne me laisserait rien passer. Tiens, c'était au courrier de ce matin. C'est le relevé de compte d'Ida. Et pourquoi tu l'as ouvert? Pour te prouver que j'ai raison. Regarde. En 2 semaines, elle lui a fait 2 chèques de 800 €. 1600 €. Alors à ce train-là, dans un mois, c'est les huissiers qui vont venir frapper à la porte. Et ça m'étonnerait qu'ils aient peur des pentagrammes. Bah alors, qu'est-ce que tu comptes faire? La laisser faire et qu'elle coule la ferme? Faut que je lui parle. Cette fois-ci, Marcel ne pouvait plus fermer les yeux. C'était son exploitation qui était en danger. On avait déjà du mal à boucler les fins de mois. C'était pas pour qu'Hilda jette notre argent par les fenêtres. Marcel réalise soudain que Jean est un escroc. Il réalise surtout que sa fille est sous influence et la nouvelle qu'il s'apprête à lui annoncer risque de tout faire basculer. T'ouvres mon courrier maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces 1600 € que t'as enlevés là? Et l'argent de la ferme? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais que tu m'expliques. C'est pour notre bien, papa. C'est pour nous protéger que je fais ça. Regarde, depuis que je mets ses poudres, tout va mieux. Même toi. Il n'est pas question une seconde de lui donner encore de l'argent à ce gars-là. Mais je sais ce que j'ai à faire. Non, justement. Je te trouve un peu fragile et avec Gabrielle, on a décidé que là, on va prendre rendez-vous, toi et moi, et on va aller annuler la procuration. Ok? Attends, t'es en train de me dire que tu veux plus que je dirige l'exploitation, c'est ça? Mais pas du tout. C'est provisoire. Quand tu iras un petit peu mieux, on fera en sorte que tu t'en occupes à nouveau. Ok? Bah compte pas sur moi pour t'accompagner à la banque. C'est moi qui dirige la ferme maintenant, et personne d'autre. Mais c'est le travail d'une vie entière. T'as qu'à appeler ton avocat. Putain, si ton frère était encore là, hein. C'est ça. T'aurais préféré que ce soit moi qui me prenne le coup de sabot, hein? De toute façon, t'as toujours préféré Louis. Puis une fille à la ferme, ça sert à rien. Désormais, entre le père et la fille, les discussions sont rompues. Hilda est littéralement tenue par le radiesthésiste. Quand elle m'a balancé toutes ces horreurs, là j'ai compris à quel point je m'étais trompé sur ma fille. Je la croyais forte. Je n'imaginais pas à quel point elle souffrait. Mais même si c'était ma fille, jamais je ne l'aurais laissé couler la ferme. Jamais. Jamais. Difficile pourtant d'imaginer que ce père puisse aller jusqu'à s'en prendre à sa propre fille. Encore bouleversée par la conversation qu'elle vient d'avoir avec son père, Hilda se précipite chez Jean, le seul selon elle, capable de la comprendre et de l'aider. En fait, il a jamais eu confiance en moi. Ça a toujours été Louis, Louis. Je suis jamais été à la hauteur de Louis. Tout ce que je fais, c'est jamais assez bien pour lui. Lui aussi est sans doute victime des mauvaises ondes. C'est pour ça qu'il réagit de cette manière. Vous savez, Hilda, je ne voulais pas vous le dire avant,
Mais je pense depuis longtemps que ce n'est peut-être pas la ferme qui est envoûtée. Et quoi? Il arrive que certaines personnes transportent le mal avec elles, sans le savoir, bien sûr. Mon père? Non. Non, je dirais plutôt votre belle-mère. Peut-être que c'est elle qui porte malheur à votre famille. C'est vrai que depuis qu'elle est là, tout va mal. Et si c'est elle, qu'est-ce qu'on peut faire? La désenvoûter. Mais je tiens à vous prévenir, les solutions sont plus radicales, donc forcément plus risquées. Il ne s'agit plus de faire brûler de la sauge, là. Depuis le début, je me doutais que c'était cette femme qui empoisonnait cette famille. Fallait qu'on neutralise le mal qui était en elle. Alors j'ai donné 2 poudres à Hilda. Une pour sa belle-mère, l'autre qu'elle devait prendre chaque matin pour se protéger des mauvaises ondes. Quelles sont les mystérieuses poudres de Jean? Et quels peuvent être les effets de ces substances inconnues sur les 2 femmes? De retour à la ferme, Hilda, en soldat obéissant de Jean, va sournoisement s'attaquer à sa belle-mère. Ton père m'a raconté votre conversation. Ça l'a beaucoup meurtri ce que tu lui as dit. Je sais. Il t'aime très fort, tu sais. Je vais aller m'excuser. Tu veux un thé? Non, merci. Quand Hilda m'a dit qu'elle avait été trop loin avec son père, là j'ai repris espoir. Je l'ai trouvée tout à coup plus calme, plus sereine. C'est comme si étrangement cette dispute avec son père l'avait ramenée à la réalité. Et pendant 1 semaine, chaque jour, Hilda renouvelle son geste. Jusqu'à ce qu'un beau matin... Gabriel? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je me sens pas bien. T'es toute blanche? Depuis ce matin, j'ai des vertiges. Oh, Marcel, j'ai besoin d'aller me coucher. Viens, viens ma belle, viens. Allez, viens. J'avais jamais vu Gabriel malade. C'était la première fois. Ça m'a vraiment inquiété. Mais sur le coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il avait peut-être raison, que la maison était néfaste. Si aujourd'hui Gabriel semble au plus mal, dans 2 jours, c'est Hilda qui sera retrouvée inconsciente dans la grange de la ferme familiale. Qui sera le responsable de ce nouveau drame? Cela fait plus de 48 heures que Gabriel est alité dans sa chambre. Une situation qui commence sérieusement à préoccuper Hilda. Comme à son habitude, elle court chercher des réponses chez Jean. Ne vous inquiétez pas, Hilda. Faites-moi confiance. Tout est normal. Vous êtes vraiment sûr? Ça fait 2 jours qu'elle est allongée, elle a vraiment l'air pas bien. C'est le mal qui quitte son corps. Quelquefois, ça peut prendre 15 jours. C'est très bon signe, au contraire. Il faut continuer si vous voulez que tout rentre dans l'ordre. Si vous laissez tomber maintenant, tout ça n'aura servi à rien. Hilda était sur la bonne voie. Il ne fallait surtout pas qu'elle lâche. Mon travail était bientôt fini. Encore 10 jours de poudre et d'incantation et le mal allait enfin disparaître. J'en étais sûr. Je crois que j'ai plus de poudre pour continuer le traitement que vous m'aviez donné. Hilda se laisse alors influencer, une dernière fois. C'est vraiment pas le moment de lâcher. Ida? Je peux entrer? Ida? Marcel, de son côté, est désemparé par l'état de santé préoccupant de Gabriel. Il espère trouver du réconfort auprès de sa fille, mais elle est introuvable. En son absence, il découvre alors
l'effroyable vérité. Qu'elle accepte d'empoisonner Gabriel, ça m'a rendu fou. Hilda est sous emprise et Marcel à bout. Tu me l'as tué, quoi? Mais je comprends tout! C'est toi qui as envoûté, c'est pas elle qui a envoûté! Tu me l'as tué, quoi? Dans un accès de colère, Marcel ne parvient pas à maîtriser ses gestes, ni sa force. Violemment poussé par son père, Hilda ne se relève pas. J'étais tellement fatigué à cette période que je ne l'ai rien vu venir. J'aurais dû être là pour elle, l'écouter un peu plus. En tout cas, je m'en veux. J'ai bien failli perdre ma fille. Heureusement que Marcel est tombé sur cette photo. Sinon, c'est sans doute moi qui serais morte aujourd'hui. Je ne peux pas en vouloir à Hilda. Elle cherchait juste des réponses à ses questions. Il n'y avait que ce type pour lui en donner. Je sais que les gens pensent que j'ai juste voulu lui soutirer de l'argent. Que j'ai profité de sa crédulité. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je vous ai dit que par définition, les choses de l'invisible ne peuvent pas se démontrer. Hilda sortira de l'hôpital 3 jours plus tard. Elle pardonnera à son père et portera plainte finalement contre Jean. Ce dernier sera condamné à 6 mois de prison avec sursis pour escroquerie et abus de faiblesse. Il devra verser à la famille 5 000 € de dommages et intérêts. De son côté, Marcel finira par se résoudre à vendre la ferme. Avec Gabriel et Hilda, ils rachèteront une plus petite exploitation, à 400 km de là. Roger, un médium reconnu de 50 ans, vient d'être assassiné. Des débris de verre jonchent la scène de crime. Et tout laisse croire que le coup fatal lui a été porté avec sa boule de cristal. Étrange. En prédisant l'avenir, Roger s'est-il fait des ennemis? Si oui, pourquoi? Retour sur une affaire où il est dangereux de jouer avec les forces obscures. Île-de-France, 6 mois plus tôt. Roger est médium. Sa réputation dépasse les frontières de la région et les hommes d'affaires s'arrachent ses prédictions. Il faut dire que Roger connaît ce milieu, car avant d'exploiter son don, il était à la tête d'une entreprise d'informatique. Aujourd'hui, il reçoit un client fidèle. Cher ami, quel plaisir de vous voir. Je suis désolé, je sais que j'ai pas pris rendez-vous, mais... Aucun problème, j'avais senti que vous passeriez me voir. Asseyez-vous. Cet homme s'appelle Marc. Il a fait fortune grâce à des placements hasardeux, mais juteux. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vos lumières. Ça concerne un projet d'investissement. Ne m'en dites pas plus, ça risque d'orienter ma vision. Donnez-moi vos mains. Je vois quelque chose de proche, un lieu d'échange, un espace de troc, un magasin, une grande surface. Oh. Je vois un navire à la dérive, sans cap. Attendez. Je vois une ombre, un sauveur, un capitaine. Le navire atteint son port. Bon, alors, le sauveur, c'est vous. Et le navire? Bricomar.
Une surface d'échange de bricolage du côté de Moulins. Leurs comptes sont dans le rouge depuis des mois. Et vous n'osez pas faire une offre? Bah, c'est-à-dire que, avec une bonne coupe dans le personnel, on devrait pouvoir remettre les comptes à flot. Mais, puisque vous me dites que le navire atteint son port... Attention, je peux me tromper. C'est pas une science exacte. Bah, à force avec vous, je commence à me dire que si. Un jour, je me suis laissé convaincre par un ami d'aller consulter Roger. Il s'était contenté de me toucher les mains, de manipuler quelques affaires personnelles. Et lors de notre second rendez-vous, il m'avait dit des choses dont personne ne pouvait être au courant. Alors, j'ai commencé à le voir régulièrement. Et puis, comme mon capital financier ne faisait qu'augmenter, je prenais plus aucune décision sans le consulter. Voilà. Coût de la consultation, 500 €. Le cabinet de voyance de Roger ne connaît pas la crise. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, cher ami. À bientôt. Le cabinet compte une seule employée. Maud, s'il vous plaît. Elle s'appelle Maude et elle a 31 ans. Maud, ma jolie Maud, voulez-vous bien déposer ceci à la banque? D'accord, monsieur. Combien de fois je vous ai dit de m'appeler Roger? Je sais. Vous travaillez ici depuis près de 2 ans, je crois. Il serait peut-être temps de laisser tomber les politesses. Au fait, en parlant tchèque... Ah oui, c'est vrai. Je vous dois le mois dernier. Je vais m'en occuper. Non, à la base, je suis coiffeuse de formation. Mais dans le coin, les places étaient tellement chères. Puis, j'avais pas les moyens d'ouvrir mon propre salon, alors voilà. Je suis devenue assistante de Roger. C'était pas facile tous les jours. Puis, je voyais bien qu'il en passait pour moi. Si Maude est mal à l'aise face aux familiarités de son patron, elle a en revanche une confiance aveugle en lui quand il s'agit de lui demander de prédire l'avenir. En fait, ça concerne plutôt mon fiancé. Ah, le fameux Jean. Vous moquez pas, c'est pas facile en ce moment. Comment ça? C'est le magasin où il travaille comme vendeur. Il y a des rumeurs de licenciement. Il a postulé ailleurs, mais c'est beaucoup moins bien payé. Je sais pas quoi lui conseiller. Il travaille où déjà? À Bricomar, une grande surface du côté de Moulins, je sais pas si vous connaissez. Très bien. C'est la société que rachète Monsieur Morand. Ah bon? Et vous avez des infos? Il n'a pas l'intention de virer les gens, quoi. C'est vrai? Oui. Il n'a absolument pas l'intention de virer du personnel. Ça sert à rien que votre ami démissionne. Vous pouvez pas savoir ce que ça me rassure. Mon fiancé avait insisté pour qu'on s'achète un appartement. Résultat, on avait un énorme emprunt sur le dos et avec nos petits salaires, on avait du mal à joindre les deux bouts. Alors s'il changeait de travail pour gagner encore moins, c'était catastrophique. N'empêche que j'ai eu de la chance avec Roger. Parce que rien ne l'obligeait à divulguer les secrets de son client. Alors, ouais. Ça m'a beaucoup touchée. Côté vie privée, Roger est marié avec Viviane. Elle aussi pratique les arts divinatoires, mais elle n'en fait pas commerce. C'est toi. Désolé, j'ai oublié mes clés. Ça va, chérie? Non, pas vraiment. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je sais pas. Devine, t'es voyant. Ah, ça va, tu vas pas me le ressortir à chaque fois. Je suis peut-être un charlatan, mais au moins ça remplit la marmite. J'ai eu ton assistante au téléphone. T'as fait quelque chose de mal aujourd'hui. Comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Marc, ton client, il est venu te voir, n'est-ce pas? Ah, Marc! Oui, il voulait des conseils sur le rachat d'une société. J'étais au courant, j'avais le mot de passe de sa boîte mail. Je lui ai simplement donné un avis favorable, c'est tout. Eh ben, t'aurais pas dû. Tu sais, Roger, à force de jouer à Dieu, un jour, ça te retombera dessus. Oh, toi et tes intuitions. Je dirais pas que je possède un don, mais c'est vrai que j'arrive à sentir les choses. La cartomancie, ça me vient de ma mère. Pour moi, c'était un passe-temps, mais Roger, il a très vite senti le bon filon. Alors, quand sa société informatique a fait faillite, il a décidé de se lancer dans la voyance. En fait, il se contentait de pirater ce qu'il pouvait.
les adresses mail, les conversations téléphoniques. En fait, il se servait de toutes ces données personnelles pour embobiner ses clients. 3 semaines plus tard, le magasin Bricomart licencie un tiers du personnel et le fiancé de Maude n'est pas épargné. C'est une catastrophe pour la jeune femme qui avait fait confiance au médium. Maude, je suis désolé, regardez, j'ai 2 rendez-vous à la même heure cet après-midi. Pardon, c'est de ma faute. Ben, qu'est-ce que c'est que cette petite voix? C'est Jean. Il a été licencié. Quoi? La nouvelle est tombée hier soir. Enfin, j'y comprends rien. Marc m'avait pourtant bien dit qu'il garderait tout le monde. Il perd la place, il a bien le tiers des employés. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est cet emprunt de malheur qui nous plombe, là. Tenez, Qu'est-ce que c'est? une avance. Mais ça représente 6 mois de salaire. Ça vous permettra de voir venir. Je sais pas comment vous remercier. Jean m'en voulait tellement de l'avoir mal conseillé. Il était désespéré. Puis j'avais beau essayer de lui remonter le moral, on savait, lui et moi, qu'il aurait énormément de mal à retrouver du boulot dans le coin, il n'y avait rien. Le seul poste disponible, il l'avait refusé par ma faute, alors. Ce chèque, c'était énorme psychologiquement. 2 mois plus tard, le naufrage de la vision de Roger a bien lieu. Seul problème, le sauveur n'a pas été à la hauteur de sa mission. Marc, mais on est dimanche. Je m'en fous. Comment ça, il y a un problème? Bricomart, c'est loin d'être une affaire. Ce serait plutôt le naufrage du siècle. Comment ça? Mais c'est un vrai gouffre. Même après avoir viré 30% des employés, j'arriverai jamais à rentabiliser. Vous êtes complètement planté là, mon vieux. Écoutez, ça arrive parfois. Ma vision n'était pas très nette. Hein? Oui. Le capitaine, vous vous souvenez? Eh bien, si ça se trouve, c'était pas vous. Je me trompe ou quelqu'un d'autre s'intéresse à Bricomart? Oui, mon beau-frère. Mais comment vous savez, c'est confidentiel? Je sais pas, une intuition. J'étais parti pour lui casser la gueule. Mais j'avoue que sa révélation sur mon beau-frère m'a scié les pattes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas bon? Ah si, c'est très bien. C'est la carte de la séparation. Ça peut signifier un nouveau départ, la perte d'un poids. Bricomart? Par exemple. Ah, ça aussi, c'est très bien. La carte de la chance, la bonne fortune. Ah bon? Ah, seulement, il faudra revenir en arrière. Loin. Sans doute là où vous avez commencé. La bourse. C'est comme ça que j'ai gagné mon premier million. Peut-être. Je n'en sais pas plus. Vous seul avez la clé. En sortant de chez Roger, j'étais regonflé à bloc. Je m'étais soudain souvenu de mes premières années à la bourse. C'est un domaine dans lequel j'avais toujours excellé. Mais cette fois, il fallait miser gros pour me refaire. J'ai donc décidé de réunir tous mes fonds disponibles. Et pour ça, il fallait que je vende le site de Bricomart à mon beau-frère. Je savais qu'il allait virer tout le monde, il voulait en faire un parking. Ça ne m'enchantait pas pour les employés, mais j'avais pas le choix. J'avais une famille à nourrir, moi. Hein. Dans cette ville de taille moyenne, la fermeture du magasin Bricomart est vécue comme un véritable traumatisme. Jour après jour, la presse locale relaie les différents épisodes de ce naufrage annoncé. Ça, tu peux être fier de toi. Ça va, c'est pas non plus de ma faute si son beau-frère a viré tout le monde. Et en plus, t'es même pas capable d'assumer. Tu veux que je te dise, tu me dégoûtes. J'avais honte d'être sa femme. Jusqu'à présent, j'avais toujours essayé de lui trouver des excuses. Après tout, je l'aimais. Et puis, c'est vrai qu'on manquait jamais de rien.
Mais savoir que je vivais de manière confortable, mais que c'était au détriment de tous ces pauvres gens, ça m'a ouvert les yeux. J'ai décidé de partir quelque temps chez ma mère. Si Viviane a de plus en plus mauvaise conscience, Roger, lui, semble bien loin de toute volonté de remise en question. Ah, dis donc, c'est mon jour de chance. Pourquoi ça? Normalement, vous dites non à tout. Disons que ça va pas très bien à la maison en ce moment. C'est à cause de votre fiancé? Ex-fiancé. Pour l'instant, le mariage est annulé. Ah bon? Repoussé jusqu'à nouvel ordre. Entre nous, c'est devenu l'enfer. On n'arrête pas de s'engueuler. Il me jette la pierre à cause de son chômage. D'ailleurs, pendant que monsieur déprime dans son canapé, qui est-ce qui paye les traites? Vous savez, je disais rien pour pas vous faire de la peine, mais à mon avis, c'est pas un type pour vous. Si seulement j'avais votre clairvoyance. Ça me brisait le cœur de mettre mon mariage en parenthèse. J'aimais toujours Jean. Mais d'un autre côté, j'en pouvais plus de ce climat d'engueulade permanent. Ça m'épuisait. C'est sans doute pour ça que je me suis rapprochée de Roger. J'étais un peu perdue. Puis j'avais besoin de parler. En fait, je crois que j'avais surtout envie de me sentir en sécurité. Et il ne faut pas être médium pour comprendre que pour Roger, c'est le moment de sortir le grand jeu. Vous êtes sûr que je peux entrer? Je veux pas faire d'ennui à votre femme, moi. Mais non, elle est chez sa mère jusqu'à samedi. Bah oui, mais quand même. Allez! Tiens, entre. Je vais quand même pas boire cette bouteille de champagne tout seul. C'est vachement grand chez vous, hein. On peut se tutoyer. Hein? Jane? Tu sais, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de venir. Depuis que tu travailles au cabinet, j'arrête pas de penser à toi. J'ai beau être marié, je peux pas m'en empêcher. Oh, dis donc, il y en a encore une ici de boule de cristal? Oui, je fais collection, mais c'est purement décoratif. Elle est vachement lourde, hein. Et c'est très fragile. Ça doit être tellement pratique de pouvoir lire l'avenir, quand même. Tu sais, l'instant présent, c'est pas mal aussi. Je peux pas dire que j'en avais spécialement envie. Mais en même temps, ça me faisait du bien qu'un homme se montre aussi doux avec moi. En fait, c'était un moment de faiblesse, j'ai fini par craquer. De toute façon, je suis partie au petit matin sans même attendre qu'il se réveille. J'arrêtais pas de culpabiliser. Je pensais à Jean, puis à sa femme aussi. 48 heures plus tard, Viviane est de retour chez elle. Et quelque chose a changé. Je sentais la présence d'une femme. Il fallait que j'en aie le cœur net. Mon intuition était vraiment trop forte. Écoutez ma petite, je sais qu'une femme est venue chez nous. Donc, si vous savez quelque chose, je vous conseille de me le dire. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Parce que c'était vous. Oui, mais je voulais pas qu'on couche ensemble, je vous jure. C'est lui qui a insisté et puis tout est allé si vite que... Viviane, je suis désolée, je dois partir. Mais attendez. Je pouvais pas garder ça sur la conscience, fallait que ça sorte. Puis, de toute façon, je voyais bien qu'elle était sur le point de tout découvrir. Alors, j'ai préféré avouer. Puis, au moins, j'étais en paix avec moi-même. Et ce soir-là, Roger va manquer d'intuition pour appréhender la situation.
Tu viens d'arriver? Je croyais que tu devais rentrer ce matin. Oui, mais comme tu le vois, j'ai pas jugé bon de défaire ma valise. Pourquoi? Parce que je m'en vais, voilà. Qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas faire ça? Moi aussi, je vais le faire. Me tromper avec ton assistante. Je sais même pas comment tu peux te regarder encore dans la glace. Je t'ai jamais trompé. Je t'aime, tu le sais bien. Oui, ça suffit comme ça les mensonges. Pour une fois dans ta vie, comporte-toi comme un homme et assume. Après avoir choisi de quitter son mari, la priorité de Viviane est de mettre fin à ses activités. Bonjour, je cherche à joindre Marc Morand, s'il vous plaît. J'étais en train de dîner en famille quand j'ai reçu son appel. J'ai failli tomber de ma chaise. En gros, elle m'expliquait que ça faisait des années que je me faisais rouler dans la farine par Roger et que c'était un charlatan. Sur le coup, je savais pas comment réagir. Elle avait l'air en colère, elle parlait de divorce. Je me suis demandé si elle cherchait pas juste à se venger d'un truc que son mari aurait pu lui faire. Viviane compte-t-elle se servir de Marc pour se venger? Serait-elle capable de faire de lui son bras armé? Le lendemain, au cabinet, un quiproquo va venir faire la lumière sur la personnalité du voyant. C'est toi, Roger? Non. Mais si vous pouviez me dire où le trouver, ça m'arrangerait. J'ai quelques questions à lui poser à votre patron. Bah, vous avez qu'à repasser un autre jour. Oh, qu'est-ce que c'est que ce ton? Excusez-moi, mais j'ai pas de leçon de politesse à recevoir d'un menteur. Je demande pardon. Vous aviez promis à Roger de virer personne chez Bricomart. C'est lui-même qui me l'a dit. Écoutez, il y a bien un menteur ici, mais ce n'est certainement pas moi. Je suis peut-être pas fier d'avoir liquidé cette boîte, mais j'ai toujours été clair. La coupe de 30% dans le personnel, c'était prévu depuis le départ. Et Roger le savait parfaitement. Vraiment? Oui. Et visiblement, vous n'êtes pas la première à qui il raconte des cracks. J'avais toujours pas la preuve qu'il m'escroquait, mais j'étais sûr d'une chose, il mentait comme il respirait. Et à sa propre assistante en plus. Donc j'ai préféré prendre mes distances. J'ai annulé tous mes rendez-vous. Je me méfiais trop. Démasqué. À qui Roger va-t-il devoir rendre des comptes en premier? T'es qu'un sale menteur, tu m'as piégé. Oui, bah ça va, tu t'en remettras. Allez, va-t'en, j'ai envie de rester seul. Ah, je vois. Alors comme ça, elle a décidé de partir. Eh ben, c'est bien fait. Attends un peu. Comment tu sais ça, toi? Eh ben, je sais pas. Je devine, vu ton état. Oui, bah un autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me pètes au courant, c'est arrivé hier. Ah, mais j'y suis. C'est toi qui lui as dit pour nous deux. Je me disais aussi, c'est bizarre qu'elle découvre ça toute seule. Lâche-moi. Tu me fais mal. Mais c'est pas fini, petite garce. T'es viré. Et je vais te faire une telle pub que tu pourras toujours te brosser pour retrouver du boulot. Crois-moi, j'en connais du monde. Allez, fous le camp. Allez, cassez-lui. Je voyais enfin son vrai visage. Il m'avait manipulé avec ses beaux discours, ses avances sur salaire. Tout ça pour arriver à ses fins. Maude vient d'ouvrir les yeux. Elle a compris qu'elle a été manipulée. Comment va-t-elle réagir? De son côté, Marc va finir par comprendre, à ses dépens, que la voyance est loin d'être une science exacte. Oh putain, c'est pas vrai. C'était le pire qui pouvait m'arriver. La bourse avait chuté de 5 points pendant la journée. Les deux principales actions sur lesquelles j'avais tout misé s'étaient écroulées. J'étais ruiné. Tout ça parce que j'avais écouté les conseils de cette espèce de salopard. Sans lui, j'aurais jamais eu l'idée de placer tous mes œufs dans le même panier. Mais quand je pense que j'avais contribué à faire sa fortune en allant le voir chaque semaine depuis 10 ans. Quelques heures avant le drame.
Chérie, t'es revenue? Non, je viens juste te rendre les clés. Non, je t'en supplie, reste. C'est chez toi ici. Non, plus maintenant. Ce que t'as fait, c'est trop grave. Mais je t'aime, j'ai jamais aimé que toi. Écoute, si tu veux, j'arrête tout. Le cabinet, la voyance, je ferai n'importe quoi. Garde au moins ça. On peut juste se contenter de faire une pause. Allez, s'il te plaît, ça mérite d'y réfléchir. Je sais pas. Il avait l'air si malheureux. Sur le coup, je savais plus quoi faire. Je pensais à nos 20 ans de mariage. Pourtant, une fois seul, Non, en fait, c'était trop facile de lui accorder encore une pause. Il m'avait fait trop de mal. Non. J'ai décidé de couper les ponts pour de bon. Ça me brisait le cœur, mais c'était un mal nécessaire. Cette clé, je pouvais pas la garder. ce soir, Roger va mourir dans d'étranges circonstances. Son ex-femme Viviane et Maude ont toutes deux des griefs contre cet homme manipulateur et menteur. Marc, lui, est désormais ruiné. Qui passera à l'acte ? J'étais ruiné à cause de ses bons conseils. Toutes ces années de travail pour en arriver là, ma vie n'avait plus de sens. Je pouvais pas laisser passer ça. Ce soir-là, Marc, qui avait déjà prémédité l'assassinat de Roger, n'a même pas eu besoin de forcer la serrure. C'est notre femme de ménage qui l'a trouvé le lendemain matin. Quand la police est venue me prévenir, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Si j'étais restée, ça ne serait jamais arrivé. Pauvre Roger. Au final, je crois pas qu'il avait un mauvais fond. Juste à force de mentir à tout le monde, il savait plus qui il était. Marc écopera d'une peine de 15 ans de prison pour homicide volontaire. Viviane quittera la ville après le procès pour tenter d'oublier et de se reconstruire. De son côté, Maude s'est remise avec son fiancé. Ils se sont mariés quelques mois plus tard. Ils ont tous deux retrouvé des emplois stables et peuvent continuer à rembourser le crédit de leur logement.